Chapitre 2. Fête du bazar chez Toby. En fin de compte, j'aurais peut-être mieux fait d'émigrer en Australie. J'avais 11 ans quand mes parents avaient quitté l'Angleterre. Bien sûr, ils avaient l'intention de m'amener avec eux, mais je n'avais pas été plus loin que l'aéroport de Heathrow. Pendant que papa et maman étaient pris dans la bousculade des voyageurs à l'entrée de l'avion, je m'étais éclipsé par une autre issue et enfui en courant par le tapis roulant. Derrière moi, les turbines et ma mère rugissaient. Je ne m'étais arrêté qu'à la sortie de l'aéroport pour voir mes parents décoller, sans moi, à destination de l'Australie. Comme je regardais l'avion s'éloigner dans le soleil couchant, une grosse boule s'était coincée dans ma gorge. Mon chewing-gum. J'avais tellement ri que j'avais fini par l'avaler. Seulement 2 adresses figuraient alors dans mon carnet, dont celle du fabricant de carnets. Je m'étais rendu en métro à l'autre adresse, celle de mon grand frère, Herbert. Il m'avait fallu 1 heure pour le persuader d'ouvrir sa porte, 1 semaine pour le convaincre de me laisser habiter avec lui, et environ 18 mois pour lui prouver que ce n'était pas une erreur. Pendant ce temps, j'avais résolu 2 affaires criminelles à sa place. Peut-être avait-il voulu quelque chose sur le faucon maltais ou l'ennemi public numéro 2. Ce sont les 2 plus grands succès de Tim, mais il omet toujours de préciser que, sans son petit frère, il aurait continué de siffler dans un violon. Ou plutôt d'essayer, car Tim ne sait pas siffler. Quand il est de bonne humeur, il fredonne par le nez. Ce matin-là, en tout cas, Tim ne fredonnait pas lorsque nous quittâmes le bureau à la recherche de MacGuffin. Il était nerveux. Je ne l'en blâmais pas. Après tout, il se pouvait que MacGuffin ait inventé la moitié de l'histoire, mais ce n'était pas son imagination qui avait transpercé la fenêtre de notre bureau. « Tu es sûr que c'est ce qu'il faut faire, Nick ? » ?»« Nous allons simplement rendre ceci à MacGuffin, » répondis-je en agitant la clé dans ma main. Nous avions déménagé 2 mois plus tôt. Le loyer augmentait si vite qu'il prenait le froid de vitesse. C'est comme cela que nous avions débarqué à Camden. L'appartement avait 4 pièces, sans compter la salle de bain. L'architecte ne l'avait pas compté non plus. Il fallait se doucher dans la cuisine. En fait, l'immeuble prenait tellement l'eau que, les jours de pluie, on pouvait se laver sans sortir de son lit. La cabine téléphonique la plus proche se trouvait à quelques minutes à pied, en bas de la grande rue, dans un passage obscur qui s'appelait rue de la Pau. Tellement obscur que son architecte souffrait sûrement de myopie. La rue de la Pau ne menait nulle part. Au bout de 20 mètres, elle se heurtait à un mur de briques nues. Il n'y avait rien d'autre dans la rue de la Pau que cette cabine téléphonique rouge, tout au bout, sous le pont de chemin de fer. Et la cabine servait rarement, car il passait un train toutes les 6 minutes, ce qui interdisait les longues conversations, à moins de hurler. Au moment où nous approchions de l'impasse, un balayeur tourna le coin de la rue. Il boitait, et le balai abîmé, presque chauve, sur lequel il s'appuyait, martelait le trottoir. Le balayeur n'était pas en meilleur état que son outil de travail, peut-être à cause de la chaleur. Le chariot de nettoyage était resté dans la rue de la Pau, ce qui m'intrigua. Pourquoi le balayeur ne l'emportait-il pas avec lui? C'est alors que j'aperçus, au bout de l'impasse, Jean MacGuffin, dans la cabine téléphonique, le combiné coincé sous le menton. « Il est encore là, » dis-je. « Oui, » répondit Tim d'un air pincé. « Mais regarde-moi ça, ça fait à peine 5 minutes qu'il a mon imperméable et il a déjà taché tout le devant. » « Quoi ?» J'ai cru que j'allais me sentir mal. Les poils de ma nuque se hérissèrent. Étrange, j'ignorais que j'avais des poils à cet endroit-là. J'oubliai le chariot de nettoyage et dépassai rapidement Tim. MacGuffin tournait ses yeux vers moi, mais son regard était vide. Je levai la main vers la poignée de la porte. « Attends 1 minute, » dit Tim. « Il n'a pas fini de parler. » J'ouvris la porte. Si. MacGuffin avait fini de parler. Le téléphone était muet.
et lui-même le serait bientôt, pour toujours. Ce qui maculait le devant de l'imperméable, c'était du sang, le sien. Charon était passé par là. Sur la vitre de la porte, je vis le trou par lequel la balle s'était frayé un chemin jusqu'au cœur de MacGuffin. Le balayeur, qui n'était autre que Charon, s'était habilement esquivé. Je restais bloqué derrière la porte pendant un moment à cause de Tim, qui restait pétrifié, la bouche ouverte, les yeux exorbités. MacGuffin finit par basculer en avant et s'affaisser dans ses bras. Il vivait encore et s'efforçait de parler. J'aurais pu entendre ce qu'il disait si un train n'avait choisi cet instant précis pour passer au-dessus de nos têtes. Pendant quelques secondes, un vacarme assourdissant rebondit sur les murs de briques de l'impasse comme une balle de ping-pong. Je vis les lèvres de MacGuffin remuer. Je vis Tim hocher la tête. Mais je ne saisis pas un seul mot de ses balbutiements. La porte vitrée me séparait d'eux. Quand je parvins enfin à me dégager, le train n'était plus là. MacGuffin non plus. Tim le lâcha et l'agent secret s'effondra sur le bitume. Je voulus parler, mais mes lèvres étaient sèches. Je pris une inspiration et fis un nouvel essai. « Qu'y a-t-il » demandai-je à mon frère. « Bizarre. »« Bizarre ?»« Non, bazar. »« Bazar, c'est tout ?»« Non, faites du bazar. »« Faites du bazar ou faites du bazar ?»« Je ne sais pas. Faites du bazar, je crois. Et puis, répète ce que tu as entendu, Tim. Faites du bazar, cher ami. »« Cher ami ? J'ai mal entendu, soupira Tim tristement. Le train faisait un tel vacarme. Je sais, dis-je en m'efforçant de ne pas m'énerver. Mais tu étais tout près de lui, Tim. Tu as dû entendre ses paroles. Je te l'ai dit, cher ami ou chez Toby. Chez Toby ? Faites du bazar chez Toby. C'est ça, Tim. Le regard de mon frère s'éclaira. Oui, c'est ça, Nick. Enfin, je suppose que c'était ça. Faites du bazar chez Toby. Mais oui, ce sont exactement ces paroles. Je jetai un coup d'œil dans la rue pour m'assurer qu'il n'y avait pas un bar ou un restaurant qui s'appellerait chez Toby. Il n'y avait rien. Oh, nous sommes dans une impasse, soupira Tim en baissant les yeux sur MacGuffin, dont le visage commençait à prendre une teinte de fromage moisi. Hé, Tim, tu ne vas pas t'évanouir, hein? Pas du tout, protesta-t-il d'un air indigné. Parce que d'habitude, tu t'évanouis devant les cadavres. Ce n'est pas vrai. Tu as même tourné de l'œil quand ton poisson rouge est mort. C'était le chagrin? Nous étions l'un en face de l'autre, devant le cadavre de Jake MacGuffin, qui gisait à moitié sur le trottoir. J'imaginais déjà le trait blanc que la police allait dessiner sur le sol. C'est curieux, les morts paraissent toujours tomber de la même façon. La police. Mais oui, il fallait la prévenir, bien sûr. Tim dut lire dans mes pensées, car il murmura. La police. Je jetai un coup d'œil sur le combiné qui se balançait au bout du fil et sur la vitre transpercée. « Tu veux qu'on les appelle ?» proposai-je. « Non. Je crois que Tim n'aurait jamais osé se servir de ce téléphone, même si sa vie avait été menacée. »« Allons-y à pied, » décida mon frère. Le commissariat se trouvait à 700 ou 800 mètres. Nous y allâmes moitié marchant, moitié courant. On aurait dit que nous faisions tout par moitié. Le trajet nous a pris une demi-heure. Tim voyait Charon partout. Une femme poussant un landau, un contractuel, un homme qui attendait son bus. N'importe qui le paralysait de terreur. Au commissariat, il ne parla à l'agent de garde qu'après avoir vérifié qu'il avait bien 10 doigts. C'est curieux comme les postes de police se ressemblent tous. Même odeur de peur, de désinfectant et de vieilles peintures. Même décoration, des murs nus, quelques affiches décolorées et des fenêtres aux vitres opaques. Celui de Camden était à peu près aussi confortable qu'un réfrigérateur. L'agent de faction écouta notre récit avec un sourire glacé, puis nous fit signe d'aller attendre dans une arrière-salle, pendant qu'il allait prévenir un supérieur. Je commençais à me demander si nous n'avions pas commis une erreur en venant ici, et quand la porte s'ouvrit, je sus que c'était une erreur. Le supérieur n'était autre que l'inspecteur-chef Snape. Snape était une brute bâtie comme un taureau.
Si quelqu'un avait eu la mauvaise idée d'agiter un drapeau rouge, nul doute qu'il l'aurait chargé. Snape avait sauté un rougeau, que l'on s'attend plutôt à voir sur les pièces de viande dans une boucherie. Il souriait rarement, comme si personne ne lui avait jamais appris à le faire. Et lorsque ses lèvres parvenaient à esquisser un rictus, ses yeux restaient plissés et froids. Tim avait autrefois servi dans la police, sous ses ordres, et Snape avait exigé sa démission au bout de 6 semaines. Depuis lors, nos chemins s'étaient croisés à 2 reprises, et nous avions regretté chaque fois de n'avoir pris une autre route. Toutefois, le pire, chez Snape, c'était son sous-fifre. Gorille serait un terme plus approprié. Boyle adorait la violence. J'ai vu un jour une photo de lui en tenue anti-émeute. Bouclier, matraque, grenade, lacrymogène, casque. Or, cette photo avait été prise pendant un de ses jours de congé. Ça vous donne une idée du personnage. Boyle était un peu plus petit que Snape, avec sur la tête une toison noire et frisée qui lui descendait probablement jusqu'aux pieds, une fois sa casquette retirée. « Voyez qui est là ?» dit Snape avec un sourire. « N'est-ce pas ce cher Tim Diamant ?»« Mais oui, c'est moi !» répondit finement Tim. « Je le sais !» gronda Snape le regard luisant. Il se rappelait peut-être le jour où, sur la base d'un portrait robot dessiné par Tim, toutes les forces de police du pays s'étaient lancées à la recherche d'un suspect doté de 3 yeux et d'une bouche à l'envers. « Je n'ai jamais rencontré un agent comme vous, » dit Snape. « Merci, chef, » répondit Tim avec un sourire. « Ce n'est pas un compliment. » Le visage de Snape avait viré au rouge brique. Il tira une chaise à lui et s'y laissa tomber lourdement, avec un long soupir. Boyle approcha. « Vous vous sentez bien, chef ?»« Oui, Boyle, je me sens bien. »« Vous voulez que... » Boyle cligna de l'œil et fit un mouvement de la tête en direction de Tim. « Non, ça va. » L'arrêta Snape, à nouveau maître de lui. Il jeta un coup d'œil à la feuille tapée à la machine qu'il tenait à la main. « Qu'est-ce que c'est que ces âneries ?» lança Snape. « Des espions, des assassins, des cadavres dans les cabines téléphoniques ?»« C'est la vérité, inspecteur, dis-je. » Ce qui me valut un regard foudroyant de Boyle. « La vérité, je l'aurai, » grogna le gorille. « Non, Boyle !» le retint Snape en secouant la tête d'un air las. « Je peux utiliser le détecteur de mensonges, chef. »« Non, Boyle. La dernière fois, vous avez provoqué un court-circuit. » Tout ça commençait à me fatiguer. Nous étions venus au commissariat pour déclarer un meurtre, et on nous traitait comme si c'était nous qui l'avions commis. « Écoutez, inspecteur-chef, dis-je, si vous ne nous croyez pas, venez avec nous, nous vous montrerons le cadavre. » « Rue de la Peau, hein ?» grimaça Snape en agitant le papier. « Exactement, » confirma Tim. « C'est à 10 minutes à pied. »« Ou à 5 minutes en voiture, » suggérai-je. J'avais eu assez d'exercice pour la journée. Snape réfléchit. « Très bien, » dit-il enfin. « Nous allons jeter un coup d'œil. Mais je vous préviens, jeunes gens, si vous me faites perdre mon temps... » Je n'étais encore jamais monté dans une voiture de police, et j'avoue que ce fut assez décevant. Snape ne dépassa pas la 50aine à l'heure, il ne mit pas la sirène en marche, et la seule lumière qui clignotait était le voyant de la jauge d'essence. À notre arrivée rue de la Peau, les événements nous avaient devancés. Je n'en fus guère surpris. Snape gara la voiture et tout le monde descendit. Tim et moi marchions quelques pas en arrière. Snape tourna le coin de la rue le premier, suivi de Boyle. Chacun de nous s'immobilisa en même temps. « Alors ?» lança Snape. La bouche de Tim s'affaissa. « Il n'est plus là ?» constata-t-il. En effet, le corps de MacGuffin avait disparu. Mais ce n'était pas le plus étrange. La cabine téléphonique, elle aussi, avait disparu.